Art, culture, économie, sécurité, enjeux géopolitiques, voire société, autant de sujets qui façonnent le devenir de notre continent, l'Afrique. Ces sujets, nous les passons au peigne fin, nous les passons également au décryptage avec nos chroniqueurs. C'est bien sûr à votre émission Cette Afrique, l'émission de décryptage et de débat sur l'actualité africaine. Bonjour et bienvenue à vous à cet autre numéro de votre émission Cette Afrique. Aujourd'hui, nous parlerons tradition, coutume. Voilà, c'est le 15 mai, la célébration de la journée des coutumes et des traditions au Burkina Faso. Nous parlerons de ce sujet avec nos différents chroniqueurs sur ce plateau. Nous parlerons également politique en Côte d'Ivoire avec ce remue-ménage au sein du plus vieux parti politique en Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, entre démission, réélection du président du parti Tidiane Thiam et également envie, décision, volonté de certains partisans de sa démission encore une fois. Nous allons en parler pour voir véritablement est-ce que le parti, on va dire, est en mode autodestruction ou encore en restructuration. Nous parlerons de ce sujet avec nos chroniqueurs. Bien évidemment, nous serons en Guinée pour parler de ces élections législatives et présidentielles annoncées pour décembre prochain. Rappelons que le pays traverse une transition bien sûr, voilà, qui selon les pronostics qui ont été émises, voilà, nous pourrons avoir des élections, voilà, en décembre prochain. Voilà, espoir, réalité, également décryptage dans une poignée de minutes sur ce plateau avec nos différents chroniqueurs. Avec moi sur ce plateau ce dimanche, nous avons un invité, M. Thiombiano, on va dire Yempabou Jean Thiombiano, voilà. Bienvenue, c'est votre premier numéro de Cette Afrique. Exactement. Bienvenue à vous à ce numéro. Merci. Avec vous, nous allons parler surtout 15 mai, coutume, tradition. Nous avons vécu ces moments forts avec vous le 15 mai. Nous aurons la chance également d'avoir, on va dire, la quintessence et également la profondeur, voilà, de cette réalité africaine. Merci et bienvenue. Juste à côté de vous, M. Marc Okwara, communicateur du mouvement Le Fasoma Patrie, également aussi, on va dire, un des pratiquants fervents de la coutume, voilà, et des traditions africaines. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour chers amis, bonjour chers camarades panélistes et bonjour au peuple résilient du Burkina Faso. Merci de participer à ce numéro. Juste à côté de moi, M. Kopia Michel, bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes analyste. Bienvenue à vous. Merci, aux collègues panélistes. Vraiment, merci, restez à l'écoute. Nous allons échanger en profondeur. En profondeur, surtout qu'on parle de tradition et de coutume. Merci. Juste à côté de vous, M. Alain Gouba, spécialiste en changement social. Bienvenue à vous à ce numéro de Cette Afrique. Bonjour et merci à tous les téléspectateurs de nous suivre. Bonjour à tous mes co-panélistes. Merci. En sociologie, on parle également de coutumes et de traditions. Exactement. Donc on aura également besoin voilà, de vos explications sur cette journée nationale des coutumes et des traditions au Burkina Faso. C'est bien sûr avec ce premier sujet du 15 mai que nous débutons cette émission de Cette Afrique. Nous suivons ensemble ce reportage réalisé par la rédaction du LCA et puis nous revenons pour parler de cette journée. Sous un ciel clément, dans la périphérie de la capitale burkinabé, la communauté gourmandier de Sahaba et des localités voisines s'est une fois de plus réunie pour sacrifier à un rendez-vous immémorial. La célébration rituelle du 15 mai, date sacrée de reconnexion aux ancêtres et de revitalisation de l'âme communautaire. Le rituel ne commence jamais sans la bénédiction de la terre qui les accueille. Les sages de la communauté gourmandier se dirigent vers les autorités coutumières locales. Permission formelle est demandée aux détenteurs de la légitimité ancestrale du sol selon une tradition qui honore la cohabitation pacifique entre les peuples Moaga et Gourmandché. Ça a été un sentiment de joie pour moi de me trouver auprès des Gourmandchés vivant à Sahaba pour célébrer cette journée du 15 mai. Parce qu'il faut dire c'est les mêmes coutumes, voilà, c'est les mêmes désirs, c'est les mêmes volontés.
Et ça a été pour nous, en tout cas, une occasion et un honneur de nous retrouver à côté d'eux pour les accompagner à immoler leurs animaux pour demander la bénédiction pour le Burkina Faso afin que la paix puisse revenir et que le président Ibrahim Traoré et tout son gouvernement, pour aussi les FDS et les VDP, afin que d'un commun accord avec les bénédictions de tout un chacun, que ce terrorisme-là puisse finir une bonne fois pour toutes dans le Burkina Faso. Une fois cette étape accomplie, le cœur du cérémonial peut battre au rythme de la géomancie, art sacré du sable. Les anciens, porteurs des signes et des savoirs, tracent sur la poussière des figures codées, des lignes et des points dont la lecture oriente les actions à venir, présage les bénédictions ou prévient les déséquilibres spirituels. La calebasse ici, c'est pour nous notre feuille, voilà, comme la feuille à l'école. Et l'écriture, ça se fait à partir d'un couteau. Et on écrit là, c'est le nombre de poules, leur couleur et le jour du sacrifice. C'est ça. Et comment accomplir le sacrifice, parce que c'est très très important. Le sacrifice, chez nous, il faut savoir comment se positionner. Et s'il faut un coq ou une poule, tout ce qu'il faut, cela est mentionné sur la calebasse, sur le morceau de calebasse. Voilà un peu une partie de nos coutumes. Sur l'autel dressé à même le sol, les éléments sacrificiels, coq, mil, bière de mil, sont offerts aux mânes tutélaires, garants de la survie du clan et témoins invisibles de la continuité. Chaque immolation est un message, chaque libation est une demande de protection, de prospérité, d'unité et de cohésion. Cela symbolise beaucoup pour nous parce que c'est l'appel au retour à la tradition et aux coutumes. Le conseil, c'est à l'endroit de la jeunesse de rester debout derrière la culture pour que nous puissions traverser tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, notamment le terrorisme. Nous terminons par les bénédictions, que la paix soit avec tous, que la santé soit avec tous et que d'ici à l'année prochaine encore, nous nous retrouvons ici comme un seul homme pour un Burkina Faso debout. Le 15 mai chez les Gormanché n'est pas une simple date du calendrier. C'est un seuil, un espace-temps où le passé, le présent et le futur se tiennent la main. Une école vivante de l'identité, une forteresse culturelle face à l'oubli. Dans un pays où les défis sont nombreux, ces rituels jouent un rôle crucial de cohésion et de stabilisation sociale, même s'ils restent souvent méconnus du grand public. Ce devoir de mémoire, assumé avec gravité par les anciens, fait écho à une Afrique qui se tient debout, fidèle à ses origines, tout en regardant l'horizon. Voilà, chers chroniqueurs, nous venons de suivre ce reportage, voilà, qui est clair. Voilà, nous avons suivi ensemble les différentes étapes, demande de permission, l'autel qui était dressé à même le sol, également les immolations. Et à la fin de l'élément, on a bien suivi, voilà, on va dire, la réponse aux questions et aux offrandes qui ont été, qui ont été posées aux mânes des ancêtres. Monsieur Gouba, alors ce 15 mai-là, on l'a vécu comment, vous, en tant que sociologue? Voilà, comment vous l'avez vécu? Est-ce que ces pratiques-là, aujourd'hui, on va dire, quelle est la dynamique aujourd'hui de ces pratiques-là dans ce monde qui évolue, on va dire, à toute vitesse? Merci. Moi, j'ai vécu ce 15 mai-là d'une manière particulière parce que simplement, je suis retourné dans une ferme. Oui, à la source, on va dire. À la source, dans une ferme agricole. Voilà, j'ai célébré la culture agricole. Donc, ça aussi, c'est une tradition qu'on a oubliée. Voilà, donc, maintenant, je suis pour apprécier effectivement cette date-là. Ben, je trouve que c'est une bonne chose que le gouvernement donne officiellement, parce que de toute façon, c'est un fait qui était déjà là, c'est un fait culturel qui était déjà là, peut-être qu'il n'avait pas été, si je peux dire, codifié ou même prévu dans le calendrier administratif. Voilà, donc c'est une très bonne chose. Alors, concernant les pratiques, je ne suis pas très versé dedans. Donc, il faut faire attention et puis ne pas s'aventurer sur un terrain qu'on ne connaît pas trop. Merci infiniment. Alors, monsieur Kouara, alors, comment on a vécu cette journée-là? Retour à la source, qu'est-ce qui s'est véritablement passé ce jour-là? Et puis,
nous sommes dans un monde qui évolue à toute vitesse. Alors ces pratiques aujourd'hui, coutumes, traditions, aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à les aborder aujourd'hui dans ce monde qui évolue à toute vitesse? Merci de m'avoir donné la parole. Vous savez, le 15 mai, personnellement, je ne l'ai pas fêté comme ça parce que moi, je suis d'une autre culture, d'une autre religion. Mais d'abord, pour moi, c'était le 15 mai passé, c'était la deuxième fois que le pays organisait le 15 mai. Et moi, c'était une journée pour moi de questionnement et de réponse. Parce que je tiens d'abord à féliciter le gouvernement tout entier et tous les collaborateurs qui sont autour de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir quand même songé à revenir en arrière pour quand même dédier une journée à nos coutumes et traditions. Comme le grand frère Gouba vient de le dire, c'est vrai que ça se faisait, mais ce n'était pas officialisé. C'était pas officialisé, de façon codifié, avec, voilà. Bien encadré. Et quand même, pour moi, cette journée, si ça n'existait pas, il fallait le créer. Parce que je me pose toujours la question, peut-être que les historiens, est-ce que ce qu'ils écrivent, c'est vrai ou bien c'est faux? Je ne sais pas. Mais je me dis, à quelquefois, il y a un mensonge qui ne dit pas son nom. Quand moi, on me dit que je lis l'histoire, on me fait comprendre que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Bon, je ne sais pas ce que veut dire le berceau de l'humanité. Et tout dernièrement, vous avez écouté le président. Et je me rappelle, c'est la deuxième fois qu'il redit le même mot. Le noir a toujours été quelqu'un qu'on utilise du mauvais côté. Quand vous suivez les films africains, bon, le noir a toujours, et les films occidentaux du moins, surtout américains, le noir a toujours joué le mauvais rôle. Alors quand on nous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité et qu'on met toujours le noir en arrière-plan, bon, je me pose toujours mille et une questions. Mais le 15 mai, en tout cas, pour nous, comme je l'ai dit depuis l'arrivée de son Excellence Ibrahim Traoré, je vous ai dit la dernière fois sur ce plateau, un peuple qui aspire à la souveraineté totale et qui n'est pas culturellement indépendant. Ne peut pas parler de la souveraineté. J'ai toujours dit, la souveraineté, il y a trois sortes d'indépendance qu'il faut d'abord avoir pour parler de la souveraineté totale. Je dis la première indépendance, l'indépendance politique, l'indépendance culturelle et l'indépendance économique. Donc, j'ai toujours vu depuis ma naissance jusqu'à ces temps-ci, il y a des journées dédiées à nous, les chrétiens, aux frères musulmans. Mais pourquoi l'autre côté n'a jamais eu une journée dédiée? Et vraiment, pour moi, ce 15 mai, je tiens une fois de plus à féliciter le capitaine Ibrahim Traoré pour avoir dédié cette journée à nos... Merci infiniment. On va vous revenir tout à l'heure. Voilà, c'est ce qui est intéressant également dans les échanges, dans les libertés de religion. Même si M. Ouara ne fête pas le 15 mai, voilà, il respecte quand même cette journée avec véritablement tout ce qui va avec. M. Kopia, une journée symbolique pour l'Afrique, effectivement, surtout pour le Burkina. C'est vrai. Je profite de votre micro pour remercier le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, d'avoir vraiment mis cette activité en application. Parce que le 15, moi, je me suis retrouvé, j'étais invité chez le Moro Naba et j'ai suivi un peu le début jusqu'à la fin de la cérémonie. Et le Moro Naba a misé sur l'éducation de nos enfants. Il a misé sur l'éducation de nos enfants. Et ça veut dire quoi? Les enfants, à la base, s'ils sont très bien éduqués, on doit les inculquer notre culture, notre coutume, notre tradition. Il y a des ethnies, par exemple, je prends le cas de, je ne sais pas si c'est de tous les Gourossi,
Il y a des situations qu'on vous dit, par exemple, tu ne dois pas manger le singe, ou bien tu ne dois pas manger peut-être l'animal. Donc, c'est à nous de reverser ça à nos enfants et à nos petits-enfants. Parce que s'ils sont au courant et qu'ils persistent dans ça, ils peuvent ne pas se retrouver. C'est cela. Et ensuite, leur montrer que le respect de l'aîné, du papa, de la maman, des voisins est primordial. Et bon, c'est une très bonne chose parce que moi, j'ai eu la chance de faire l'Occident. J'étais dans un métro et je constatais qu'il y avait une vieille personne qui était accrochée, qui n'avait pas la place. Et moi, je me suis levé, j'ai cédé ma place à ce vieillard, un blanc. Mais tout le monde dans le métro me regardait, il ne comprend pas pourquoi ce monsieur se lève pour céder sa place. Il a payé le même ticket que tout. Voilà. Et puis, bon, donc, c'est une question d'éducation à la base. Donc, par exemple, j'étais d'accord avec, en tout cas, le Moro Nava parce qu'il a tenu à ce que nous misons sur l'éducation de nos enfants. Et ensuite, la culture, la tradition, les coutumes, dans le sens large, on parle de coutumes. On parle de coutumes parce que ça englobe tout. Mais les coutumes, ce n'est pas seulement immoler un animal ou bien faire ceci, cela. Il y a beaucoup. Même au niveau traditionnel, nous avons nos plats, nous avons nos menus. Et si vous remarquez, dans nos menus, on n'a pas besoin de beaucoup d'assaisonnement, comme les cubes magiques et autres. Et ce qui faisait l'authenticité notre espérance de longévité au niveau de la vie. Donc, tout ça là, si on ramenait tous ces trucs-là à la faveur des populations, ce serait une bonne chose. Et je n'ai pas fini parce que, je vous disais tout de suite que j'ai eu la chance de faire l'Occident. J'ai fait escale dans un pays créole, précisément le Guadeloupe. Et quand j'ai fait escale là-bas, des jeunes sont venus, ils m'ont parlé en créole. Je leur ai dit, moi je ne comprends pas créole. Ils ne s'en revenaient pas parce que, bon, il faut comprendre qu'un noir refuse de parler sa langue. J'ai dit non, excusez, mais moi je suis africain, je ne suis pas créole, je suis pas antillais, guadeloupéen. Je ne suis pas guadeloupéen, donc moi je ne comprends pas. Je dis, ah là vous avez raison, mais sachez que nous, qui sommes dans cette zone, aux Antilles, nous prenons ça à nos enfants et à nos... Maintenez, gardez nos mœurs. Et j'ai eu la chance encore, j'ai fait Haïti. J'ai trouvé que le vaudou est beaucoup pratiqué en Haïti. Les Noirs américains, les Latinos n'ont pas abandonné. Oui, ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné parce que j'ai constaté ça. Là-bas, je parle avec témoins. Ceux qui ont eu la chance de faire Haïti peuvent le témoigner. Ils font des sacrifices, des immolations de poules blancs, de chèvres et tout. Ça se pratique. Ça se pratique. Mais pourquoi pas nous? Non, je n'ai pas fini. Il y a un certain... Il y a un héros au niveau des Haïtiens. Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, merci. Oui. Il a pratiqué des rites sur la mer. Il semblait qu'à l'époque, quand le colon est venu avec son arsenal et tout, et ses soldats, ils sont restés au bon milieu de la mer. Il y a beaucoup qui sont tombés malades, et qui n'ont pas pu soulever, tirer même une arme contre eux. Pourquoi nous, on nous a déporté, ils ont déporté ça de l'Afrique jusqu'à là-bas. Ils arrivent à le pratiquer. Et nous, en Afrique, à la source, on refuse. Et parce que vraiment, on nous a inculqué quelque chose, le christianisme et ainsi de suite. Merci bien, M. Kopia. On va vous revenir pour la bonne méthodologie de cette journée. M. Siombiano, nous sommes à vous pour parler du 15 mai. Un 15 mai qui a été marqué d'une pierre blanche cette année par la communauté Gourmandché de Sahaba. Dites-nous véritablement ce que cela représente aujourd'hui. Non pas seulement pour la communauté Gourmandché, mais pour le Burkina Faso et l'Afrique tout entière, ce retour aux sources. D'accord, merci bien. Lieu pour moi de remercier encore nos autorités, notamment le président, le camarade Ibrahim Traoré, qui a redoré l'image
de nos traditions et coutumes. Et vous savez que c'est des valeurs et nos traditions, nos coutumes en tout cas, ont de bonnes valeurs qu'on nous avait enseignées et inculpées depuis très longtemps. Malheureusement, le colon et la primauté de l'argent sur nos vies, voilà, a fait reculer tout ça. Et on était considérés comme des occultes. Et je pense que 15 mai, c'est comme les autres jours qu'on a donnés, notamment la fête de Pâques, 8 mars et autres. Et c'est un jour que vous allez voir sur toute l'étendue du territoire, et les ethnies, toutes les ethnies, chacun a sa façon de célébrer. Voilà, ses us et coutumes. Voilà, on prépare à cette journée en tout cas pour montrer. Moi, je pense qu'ici, c'est de voir ici, de mettre de côté le côté festif. Ça veut dire immoler les moutons, égorger les poulets. C'est de refaire un retour à la case départ. Un retour à la case départ, c'est-à-dire? C'est-à-dire remettre ces valeurs-là sur table. Parce que vous savez que quand on parle de valeurs, il y a ici le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Voilà, défendre sa communauté vaille que vaille. Et la cohésion sociale, le respect de l'aîné. Et toutes ces valeurs-là existaient. Maintenant, le colon, de par sa ruse, a fait savoir aux jeunes que l'argent surpasse l'aîné. Ça veut dire que tu mets de côté l'humanisme, mettre de côté toutes ces valeurs. Et on te fait passer à côté juste pour t'avoir. Et je pense que ce 15 mai interpelle. Qui que tu sois, africain, ici ou ailleurs, que tu saches que ton identité, voilà, est encore remise sur table pour valoriser cela et donner encore de la valeur au noir. Parce que si vous voyez un peu dans le monde, c'est comme le président Ibrahim Traoré l'a dit, le noir est vu autrement. Et quand vous prenez même au Vatican, quand on vous dit que c'est la fumée noire, ça veut dire que ça n'a pas marché. Il faut une fumée blanche. Oui. Je pense que nous, maintenant, quitte à nous de leur faire savoir qu'effectivement, le noir, ça ne caractérise pas ce qui est mauvais. C'est ça. Oui. Et quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. L'Afrique regorge de beaucoup de potentialités. Et maintenant, cela relève de nous, les Africains, voilà, de redonner cette image, cette bonne image, valoriser et montrer aux colons qu'en fait, à un certain moment, on a été naïfs. Voilà, on a fait fi de tout ça pour le suivre. En fait, c'était une manière de nous avoir. Voilà, surpassant nos valeurs, nos traditions et autres. Et parlant de traditions et coutumes, ce n'est pas seulement l'autre côté, immolé et autres. Il y a, comme l'autre l'a mentionné, les mets, il y a pas mal de valeurs. Nos techniques culturelles, voilà. Tout cela. Et vous savez que, par exemple, la communication a existé, le téléphone a existé avant que le colon ne fabrique son téléphone. L'ordinateur a existé. Et il y avait une façon de, je ne sais pas comment qualifier ça, la poste ou un télégramme, comment envoyer un colis à quelqu'un avant le colon. Mais maintenant, comment faire pour nous coloniser totalement? C'était de nous amener à nous écarter de toutes ces pratiques que certaines religions ont jugé ça comme des actes de diable. Le diable. Voilà. Donc, ils ont passé leur temps à diaboliser nos pratiques, à diaboliser nos coutumes. Et je l'ai dit, si par exemple un prêtre transformait de l'eau en vin, chez eux, c'est vu comme un miracle. Un miracle, ouais. Et chez nous, si on faisait ça, on nous dit que non, c'est l'effet du diable, mais c'est une œuvre du diable. Satanique. Oui. Satanique. Donc, chez le musulman, il y a aussi ces pratiques. Et certains disent non, c'est le dalil. Et ils disent, voilà, c'est à travers la religion, c'est leur pratique, ils arrivent à faire ça avec l'aide de Dieu. L'aide de Dieu. Mais quand vous regardez par exemple les Écritures, la fois dernière je vous ai montré les Écritures, oui, l'ordonnance sur la calebasse. Oui. Et tout ça, le blanc a vu que comment faire pour diviser réellement l'Afrique, les Africains, c'est de leur faire croire que ce qu'ils font, leur voix n'est pas une voix, disons, légale, ou une voix qui peut leur donner... Leur apporter le salut. Leur apporter le salut ou le développement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les écarter de tout ça, leur empêcher de communiquer, parce qu'on pouvait communiquer sans qu'eux, ils ne sachent ce qu'on se dit, à travers les gestes, tout ça. En fait, l'Afrique regorge pas mal, voilà, de valeurs. Il est temps encore que nous revenions à ces valeurs. Merci bien. On va revenir tout à l'heure parce que vous avez beaucoup à dire sur ces choses-là, parlant de moyens de communication. Je sais par exemple qu'en son temps, par le passé, il y a les tambours parleurs.
Voilà, quand on frappe, il y a des initiés qui décodent, voilà, ce que dit le tambour. Voilà, et même dans des cultures comme, on va dire, dans l'est de la Côte d'Ivoire, il y a des pas de danse qui sont codés. Également, il faut des personnes également qui sachent lire entre les lignes pour dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ceci. Donc tout ça, c'est l'Afrique. Maintenant, M. Gouba, vous, en tant que sociologue, on va dire, pensez-vous que la méthodologie actuelle de mise en œuvre de ce 15 mai-là, on va dire, est suffisante pour toucher l'ensemble des populations, on va dire toutes les ethnies, notamment les plus jeunes, comme M. Kopia l'a dit. Voilà, le Moronaba a mis un accent particulier sur l'éducation des jeunes. Pensez-vous que la méthodologie actuelle elle est plus inclusive pour atteindre nos objectifs en termes de célébration du 15 mai? Non, je crois que, comme le disait M. Tombiano, et puis je crois aussi M. Kouara. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez les fêtes des autres religions, si vous prenez par exemple la Noël, vous prenez par exemple la Tabaski, vous prenez la Pâques, alors ce sont ces communautés-là, les communautés qui pratiquent ça, qui sont organisées et qui ont mis des méthodes et des processus de célébration, etc. Donc, moi, à mon avis, je pense que ce n'est pas le rôle de l'État de faire ça, mais plutôt ce sont les communautés elles-mêmes qui doivent s'organiser et puis définir ce que c'est que voilà, la fête du 15 mai. L'État peut susciter cela voilà, au sein de ces communautés. Bon, au nom du principe de laïcité de l'État, normalement, il ne doit pas le faire. Oui, mais ça a été institué par l'État. Oui, ils ont juste donné le cadre. On a donné le cadre du déroulement du 15 mai. Voilà. Mais maintenant, il faut laisser la liberté parce que c'est un système de croyance. C'est cela. Voilà, donc ça vient vraiment du cœur des pratiquants de cette croyance-là. C'est à eux de s'organiser et effectivement de mettre en place un process ou bien une méthodologie de célébration du 15 mai sans ingérence extérieure. Donc je pense que c'est primordial et c'est même mieux pour ces communautés-là. Parce que si tout doit venir de l'État à un moment, et ils vont être, disons, en manque de choses ou bien ils peuvent être même en opposition. Voilà, donc c'est mieux de les laisser comme ça, comme les communautés musulmanes célèbrent. Vous voyez souvent, c'est quoi, le ramadan, il y en a qui célèbrent aujourd'hui, il y en a qui célèbrent demain. Voilà, l'État ne se mêle pas de ça. Donc, je pense qu'effectivement, ça aussi, ça aurait été une bonne chose que ce soit comme ça. Alors, donc, juste pour terminer, je dirais que moi, mon 15 mai, j'ai commencé justement par un respect de la tradition. Les Gouroussis sont venus s'aligner chez moi pour me saluer, parce que c'est la tradition dans laquelle ils ont été éduqués. Les Yatsés sont venus s'aligner chez moi pour me saluer, parce que c'est la tradition dans laquelle ils ont été... Voilà, ce sont des bons aspects qu'il faut relever. C'est des bons aspects qu'il faut retenir. Ok, merci bien, M. Gouba. On espère bien que les Gouroussis ne vont pas vous attaquer également en retour. Non, ils n'ont pas d'arrivée. Voilà, donc, Monsieur Thiombiano, alors on revient encore vers vous. Alors, la méthodologie, la communauté Gourmandché était, on va dire, à Sahaba, chez le Moronaba également, c'était la cérémonie officielle. Voilà, ici à Ouagadougou. Mais à côté, il y a plusieurs autres ethnies. Alors, quelle est la bonne méthodologie, on va dire, pour créer une synergie, pour qu'ensemble, ces communautés-là puissent véritablement profiter voilà, des plus-values de cette célébration-là, parce que chacun va le faire de son côté. Voilà. Est-ce que véritablement, ça pourrait impacter? Bon, je pense que le top départ a été déjà donné. Et vous voyez chacun dans sa localité et c'est. Donc, maintenant, c'est de travailler de telle sorte que les prochaines fois, qu'on puisse s'unir. Si on dit que tous les Gourmandchés peuvent se déporter, par exemple, dans la région de l'Est, à Fada, effectivement, pour fêter. Et les Moussis vont le faire également, et les autres ethnies. Vous savez, les coutumes, nous avons des pratiques similaires. C'est cela. Maintenant, avec quelques différences. Et déjà, c'est déjà bien du fait que, en fait, ça permet de s'affirmer. Moi, c'est ce côté qui est qui me touche. Ça permet de s'affirmer. Vous voyez, autrefois, quand, par exemple, quelqu'un qui porte le nom Yimpabou, Jean, avant, quand il voulait donner son nom, il donne seulement Jean. Parce que le Yimpabou, pour lui, c'est vu comme
je ne sais pas, on va dire c'est le nom botanique. des noms botaniques insensés entre griffes. Mais aujourd'hui, les gens s'affirment. C'est cela. Voilà, il donne son surnom. Oui. Et qu'il peut vous expliquer, il vous donne le sens, ce qui ramène aussi déjà à une lecture, à une histoire. Et ça peut te motiver à vouloir aussi connaître l'histoire effectivement de la personne, de son nom ou de sa localité. Et vous avez autrefois des gens réellement qui ne s'affirmaient pas. Arrivé, il dit oui, moi c'est un tel. Et il ne veut pas parler sa langue maternelle. Tout simplement, il y a des préjugés. Il y avait des complexes. Il y avait des complexes, voilà, tout ça. Aujourd'hui, et même étant à l'extérieur, les gens s'affirment. Et je touche un peu ce que monsieur... Effectivement, c'est le gouvernement qui nous a aidés. Parce que si vous voyez, c'est le politique qui avait tout mélangé. Via un peu la complicité du colon qui était réellement de travailler à nous écarter de nos origines. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait asseoir une politique pour ne pas faire la promotion de nos langues, faire la promotion de nos traditions, faire la promotion de nos coutumes. Donc ça écartait tout un chacun, y compris les parents qui se désengageaient, les enfants qui fuyaient, et puis bon, chacun était dans son coin. Et on était, entre guillemets, perdus. Donc moi je pense que l'État en tout cas a jugé bon que ces valeurs-là, c'est à pérenniser et que chacun puisse, comme l'a dit un, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. C'est d'envoyer tout un chacun à la carte de part pour te dire, tu viens d'ici, voilà ce que tu es. Nous savons que nous sommes des Burkinabés, des Africains, et nous sommes issus d'une famille et puis d'une ethnie. Et voilà, tout ça, nous voyons à nos valeurs culturelles, ethniques et autres. Donc déjà, si il n'y a pas un lien à partir de là, il faut savoir qu'on ne pourra pas s'affirmer, on ne pourra pas être ce qu'on veut être. Et le devenir de l'Afrique, pour moi, ne pourra pas donner. Quand vous voyez par exemple en Russie, une fois on était en réunion avec le commandant Yabri qui dit que quand ils sont partis, l'intitulé de la réunion, le tout premier thème, c'était quoi? L'identité culturelle. Mais ils étaient étonnés pourquoi on parle d'identité culturelle. Chez eux en Russie. Chez eux en Russie. Oui. Et pour développer, il a dit que non, on ne peut pas faire fi de tout ça et prétendre, comme on appelle, une souveraineté totale. C'est impossible. Donc vous rejoignez un peu M. Kouara. Voilà, c'est impossible. Donc l'identité culturelle, ça ramène à tout un chacun à son originalité. C'est cela. Et que tu puisses t'affirmer, t'accepter où tu es et à partir de là-bas. Parce que nous avons pas mal... nous avons tout ce qu'il faut. C'est cela. Voilà. Le blanc ne nous apprend rien. Le respect de l'aîné, quoi que ce soit. On a tout ça. Et donc l'identité culturelle déjà, ça va détailler qui tu es, voilà, d'où tu viens, ce que tu peux être, comment composer cela et essayer de mettre aussi le modernisme, essayer de fédérer ces deux-là et la tradition, nos coutumes au modernisme et pouvoir en tout cas être capable de répondre sur tous les plans, voilà, étant africain, authentique. Surtout le devenir, parce qu'on a vu avec vous l'ordinateur, le sable qui véritablement a fait une lecture qu'on a suivie avec vous également. Voilà, c'est ça l'Afrique, Monsieur Koupi. Alors, comment garantir, on va dire, comment garantir que toutes les communautés culturelles du Burkina Faso se sentent représentées au sein de cette, on va dire, dans cette célébration-là? Quel mécanisme mettre en place pour que tout le monde se sente vraiment concerné? D'accord. D'abord, avant de répondre à votre question, je vais réagir par rapport au propos de Monsieur Gouba. Pour lui dire que c'est vrai que chacun est attaché à une religion. C'est cela. Moi, je porte le nom Michel. C'est cela. Et ensuite, je suis devenu Omar. Et lui, il se nomme Gouba quelque chose. Mais le problème qui est là, la plupart de tous ces praticiens-là, nuitamment, ou bien les jours fériés, ils se retranchent à quelque part pour revenir à la source. Donc, nous remercions le gouvernement burkinabé d'avoir mis ça en exergue. Nous ne soyons pas des gens qui sont gênés, complexés, qui sont complexés. Parce que vraiment, ce sont nos sources. On a vu des grands marabouts, des musulmans, mais ils se rendent là-bas. Si tout de suite on lève le doigt, on dit, bon, celui qui a un témoignage de quelque part en photographie qu'il envoie, on va en avoir. Hein. Oui. Donc ils font semblant. Voilà. Surtout au niveau des chrétiens, comme les gouverneurs là, font semblant.
Et les dimanches, comme ça, samedi soir, ils vont dormir à quelque part pour aller voir le vieux dans sa grotte, pour consulter. Donc là, M. Kopiala, c'est la réponse d'un Gouroussi à son allié. Ah oui, c'est la réponse d'un Gouroussi. À son allié. Alors là, vous prouvez que c'est ce qu'il a révélé aussi n'est pas réel, parce que un Gouroussi ne viendra jamais, lui... Donc, alors, comment garantir que toutes les communautés se sont impliquées? Quel mécanisme activer? Bon, c'est ce qui aujourd'hui a commencé, hein, parce qu'on a remarqué qu'au niveau de Ouagadougou, les gens se sont retranchés. Bon, dans la zone de Samba, ce sont les gros marchés. Les Gouroussis se sont retrouvés à quelque part. Les Bissa aussi se sont retrouvés à quelque part. Mais au niveau de Chilomoro, Nava, c'était mixé, hein, parce que nous tous, on a été conviés là-bas, on a constaté que vraiment, on prône la cohésion sociale. C'est cela. On prône la cohésion sociale, on prône l'éducation de nos enfants à la base. Et ensuite, par rapport à tout ça, à l'avenir, il faudra qu'on voit pour inviter nos cousins. Parce que quand on était en Haïti, les Haïtiens nous appelaient cousins. C'est ça. Et même en Guadeloupe, on nous appelle cousins. Inviter tous ces gens à revenir à la base pour comprendre comment ça se passe. Et nous, on peut comprendre que des gens qu'on a déportés de force dans ces zones continuent à pratiquer nos rituels et nous qui sommes là, on veut les abandonner en faveur d'autres choses. C'est cela. Donc vraiment, qu'on va pour vraiment... Merci. Avec M. Kouara, alors, chez les musulmans, il y a l'école coranique où on apprend la religion. Dans le christianisme également, il y a la catéchèse où on apprend également la religion aux enfants, tout et tout. Pour, on va dire, pour les coutumes et les traditions, quel levier au niveau éducatif, voilà, et ces dépositaires peuvent activer pour qu'il y ait une véritable transmission de connaissances, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Oui, pour répondre à votre question, vous savez déjà, si le 15 mai, si vous aviez écouté le Moro Nava, je me rappelle, en 2025, c'est la deuxième fois qu'il sort. Il a toujours misé sur l'éducation. C'est cela. C'est la deuxième fois qu'il parle de ça. Si par exemple, quand vous venez de prendre un exemple sur les chrétiens et les musulmans qui ont des écoles qui forment leurs élites, pourquoi pas? Je vous ai dit ici, bon, n'étant pas de ce domaine, je ne connais pas les lois de la culture, mais je pense que ceux-là qui détiennent ce pouvoir culturel ou bien traditionnel, ils ont reçu ça de quelqu'un, de leurs parents. Exactement. Donc, c'est fort possible dans quelle mesure, si, même si ce n'est pas des écoles proprement dit comme ce que les autres font, mais avoir quand même un cadre de transmission, de ce pouvoir. Je me rappelle chaque fois que mon père spirituel a l'habitude de nous dire que nos cimetières au Burkina Faso sont pleins de projets de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le noir préfère mourir avec sa connaissance au lieu de transmettre. C'est ça aussi notre problème. Et si le Moro Nava a parlé de l'éducation, il est sage, c'est un chef. Il sait pourquoi il a dit. Il sait pourquoi il a dit. Parce que lui-même, il en a remarqué. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez, vous laissez d'abord, vous prenez même, nous avons ici des professeurs licenciés, des docteurs, mais qui partent à retraite sans avoir formé ils ne transmettent pas. C'est ça aussi notre problème. Mais comme le Moro Nava a tiré la sonnette d'alarme, je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bon, les gens vont travailler à transmettre la connaissance à la jeunesse et aux jeunes aussi. Il faut reconnaître aussi, la jeunesse d'aujourd'hui est ce qu'il est, mais je ne les en veux pas aussi parce que ils ont copié ça. Mon jeune frère me parlait de quelque chose où les gens préfèrent celui qui a de l'argent par rapport à celui qui est sage. Donc, l'éducation, il faut ça par rapport à ce que vous venez de dire. Merci. Maintenant, si les déposés de ces coutumes et traditions peuvent voir dans quel cadre-là, ça ferait du bien à notre pays. Rapidement, M. Djambiano, un mot là-dessus. Oui, la transmission de connaissances, la préservation de la culture, en tout cas, relève de ces dépositaires. Lieu pour moi de saluer le docteur Ouba Bendi Benoît à travers son école bilingue. Et je pense qui a fait un excellent, qui continue de faire un excellent boulot. Aussi à l'endroit de la jeunesse.
nous aimons trop le chemin le plus court, notamment la richesse, voilà, par l'ascenseur. C'est cela. Et contourner un peu, comme on appelle, la procédure normale. C'est cela. Et il y a aussi, il faut souligner l'égoïsme de certaines personnes âgées. C'est cela. Qui préfèrent transmettre ce qui est mauvais à la place de ce qui est bien. Ce qui est bien. N'oubliez pas que aussi dans nos coutumes, il y a des pratiques néfastes. Voilà, à ne pas transmettre à la jeunesse. Que la jeunesse soit attentive. Revenir, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas du satanisme, c'est aussi nos valeurs. C'est aussi ce que nous avons comme acquis. Merci. Et voilà. Merci bien. Merci à vous, chers chroniqueurs, pour ce premier sujet sur la célébration de la journée des coutumes et des traditions au Burkina Faso, qui a été marquée le 15 mai dernier. Nous passons à présent au second sujet. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous l'avons dit à l'entame de cette émission. Autodestruction ou restructuration au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA. Nous suivons ensemble cet élément et nous revenons sur ce plateau pour en parler avec nos chroniqueurs. Le coup est spectaculaire. Le 10 mai, Tidiane Thiam démissionne de la tête du PDCI à 5 mois d'une élection présidentielle décisive. Il jette le tablier, mais garde la boussole. Candidat déclaré, mais chef de parti démissionnaire. La scène politique ivoirienne n'avait encore jamais vu pareil scénario. Ce départ n'est pas un abandon, c'est une rupture. Calculée, assumée et surtout risquée. En vérité, cette démission dit tout d'un malaise. Le choc entre une volonté de modernisation et les blocages d'un parti historique englué dans ses réflexes. Tidiane Thiam n'a pas plié face à l'adversité extérieure. Il a heurté de front l'inertie interne. En quittant la présidence du PDCI, il se libère. Il change de terrain pour mieux jouer sa carte personnelle, celle d'un outsider de l'intérieur qui veut parler au pays, pas aux instances partisanes. Faut-il y voir une faiblesse ou une manœuvre politique? Un peu des deux. Faiblesse du PDCI, incapable de digérer sa propre réforme. Manœuvre d'un candidat lucide qui sait que l'appareil peut être un boulet plutôt qu'un tremplin. 3 scénarios s'ouvrent. Une candidature indépendante, risquée mais libre. Un ralliement maintenu du PDCI fragile mais structurant ou une implosion du parti fatale à son avenir. Dans tous les cas, la présidentielle de 2025 ne sera pas une simple élection. Elle sera un verdict sur la transition générationnelle, sur la capacité à rompre avec les clivages figés, sur le vrai visage de l'alternance ivoirienne. Tidiane Thiam n'a pas quitté le jeu, il a changé les règles. Le pari est audacieux, il peut tout lui apporter ou tout faire perdre à son camp. Dans les deux cas, la Côte d'Ivoire, elle avance vers un rendez-vous de vérité. Octobre 2025 sera plus qu'un scrutin, ce sera un choix de société. Octobre 2025 sera plus qu'un scrutin, ce sera un choix de société. Monsieur Gouba, alors on se pose encore la question, on revient encore sur le PDCI, voilà, qui face au RHDP, voilà, il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on va dire, c'est une sorte de querelle, on va dire, interne. Pour vous, pensez-vous véritablement que Tidiane Thiam est l'homme de la situation aujourd'hui au sein du PDCI? Parce qu'il a démissionné, il a été réélu. Certaines personnes du bureau politique ont demandé sa démission avant qu'il ne démissionne, bien sûr. Après sa réélection également, juste 1 ou 2 jours après, encore des personnes au sein du bureau politique ont demandé sa démission. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Est-ce l'homme de la situation aujourd'hui pour le PDCI? Oui, moi je crois que Tidiane Thiam est juste en train de faire l'apprentissage de la politique politicienne. Chose qu'il n'a pas connue quand il était ministre, où tout lui était donné sur un plateau d'argent. Et maintenant, il est vraiment descendu dans la cour de récréation et il a vu que ce ne sont pas des enfants de cœur qui jouent dans cette cour de récréation-là. Donc, il est en train d'apprendre et en tant que cela, homme de la situation, on peut voir ça sous 2 angles parce qu'il a la carrure et il a effectivement aussi les compétences pour inquiéter gravement le RHDP. D'où effectivement tous ces éléments, ces obstacles qu'on met sur son parcours, parce qu'eux aussi ils ont pu lire en l'homme quelqu'un qui est capable effectivement d'être un homme d'État, etc. Maintenant, le deuxième élément du moins,
c'est que la situation est là. Alors, je crois que le RHCP a déjà réussi la première étape, c'est de le rendre inéligible. Maintenant, si vous demandez si l'homme de la situation pour pouvoir encore amener le PDCI aux élections, je dirais non, parce que à moins qu'il y ait, comment vous appelez ça, un forum national, je ne sais pas comment un dialogue national, où effectivement... Et c'est ce que la majorité de l'opposition a demandé. Voilà. Où on va relire la liste électorale. À moins qu'il y ait ça, je crois que pour le moment, il n'est plus l'homme de la situation, parce qu'il ne peut plus représenter le PDCI aux élections à venir, et que peut-être la sagesse voudrait qu'il y ait un effet Sonko au niveau du PDCI, afin qu'effectivement on puisse sauver l'essentiel, c'est-à-dire avoir le pouvoir d'État, et ensuite le reste viendra après. Merci bien. On va vous revenir tout à l'heure. Alors, M. Kopia, alors le PDCI aujourd'hui, on va dire, navigue en eau trouble aujourd'hui. Querelle interne, face à face avec le RHDP. Pensez-vous aujourd'hui que Tidiane Thiam devrait laisser la place et céder la place à quelqu'un d'autre qui pourrait conduire, on va dire, le PDCI vers les élections 2025? Merci, M. Pafarnam. Je viens de suivre l'élément avec vous. Mais moi, en tant que président de la Fédération Burkina Rempart, un soutien de la transition du président du Faso, Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons parce qu'il y a une manipulation au sein de ce parti-là. Il y a des gens qui ont l'intention de briguer un 4e mandat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manipuler au sein de ce parti. Donc, pour vous, au sein même du parti, il y a des personnes qui tirent l'ascenseur vers le bas. Il y a des gens, vous savez, ce que quelqu'un d'autre vient de révéler ça tout de suite. Il y a le gain facile qui est là. Il suffit de corrompre quelques-uns, alors qu'actuellement, ils sont dans cette posture-là, prêts à corrompre des gens dans le parti pour s'aimer le trou. Mais bon, ça nous réjouit parce que nous, on sait que d'ici là, le 25 octobre est déjà presque arrivé. Tous les apatrides qui sont en Côte d'Ivoire, là, moi, je ne sais pas où ils vont s'envoler vers quel pays, je ne sais pas. Quel pays de destination, je ne sais pas serait où. Mais bon, sûrement, il ne faut pas qu'ils visent le Sénégal parce qu'actuellement, nous sommes en train de resserrer les rangs. Ils n'ont pas commencé à faire des calculs parce que bientôt, en tout cas, ils vont nous entendre. Donc pour vous, le PDCI aujourd'hui, Tidiane Thiam aujourd'hui ne fait pas face, on va dire, à un obstacle extérieur. C'est plutôt en interne que ça se passe. C'est en interne, mais je vous ai dit, il y a une manipulation derrière. Mais attendez de voir, parce que les populations ivoiriennes sont déjà préparées. Cette fois-ci, ils ne vont pas se laisser faire. Ils ont vécu déjà des situations de guerre, des guerres civiles et autres. Ils ne vont plus revenir à là, mais cette fois-ci, et je crois qu'ils vont prendre leur destin en main. Et les apatrides qui sont là-bas, c'est eux seulement, moi je vis surtout. Ils n'ont qu'à s'attendre. Merci bien, merci bien, M. Kopia. Merci, mon frère. On va vous revenir tout à l'heure. Mais bientôt, ils vont voilà, M. Thiambiano. Voilà, nous sommes en Côte d'Ivoire. Le cas Tidiane Thiam, voilà, candidat du PDCI aux élections de 2025. Voilà, et aujourd'hui inéligible, voilà, pour des questions de justice. Et il a démissionné du parti pour laisser, bien sûr, la place à quelqu'un d'autre pour conduire aux destinées du parti. Contre toute attente, il a été réélu. Et en interne, d'autres personnes encore demandent véritablement sa démission. Pensez-vous qu'il pourra véritablement être l'homme du PDCI actuellement dans ce contexte-là? Bon, pour moi, c'est le seul candidat qui fait le poids devant le monsieur qui veut briguer un 4e mandat. Là, hein. C'est vrai qu'ils sont tous des banquiers, mais l'autre qui n'est plus aux affaires depuis qu'il est à la tête du pays, notamment M. Ouattara. Et connaissant M. Thiam, qui réellement... Mais reste toujours actif. Hein, très actif parce que depuis Feu Houphouët-Boigny, c'est quelqu'un qui était toujours actif avec un agenda bien garni. Et il faut se dire, les guerres intestines ne peuvent toujours pas manquer. Parce que c'est aussi ça, la politique en Afrique est un peu partout. Trouver ce qu'il faut pour mettre les bâtons dans les roues. Et pour moi, la méthode Sonko
je peux, s'il y a une ordonnance à les proposer, je pense que c'est la meilleure des méthodes. Parce que ne pas permettre à ce monsieur-là de vouloir falsifier, pour moi, c'est ça, c'est le mot qu'il faut pour vouloir briguer un 4e mandat. S'il faut la méthode Sonko, pourquoi pas? Et effectivement, la guerre, elle est plus interne. Malheureusement, c'est un problème que tous les politiciens vivent. Parce que à un certain moment, on a tout autour de nous des gens qui nous accompagnent, mais on ne prend pas le soin de passer au tamis pour connaître effectivement qui est avec moi. Donc pour vous, aujourd'hui, le PDCI en lui-même est victime de manipulation? Oui, purement et simplement. Donc moi, je pense si les choses vont tirer vers le bas, le mieux est d'appliquer la méthode sénégalaise. La méthode de Sonko. Oui. Merci bien, on va vous revenir tout à l'heure. Monsieur Kouara, alors aujourd'hui, c'est dire, à écouter vos prédécesseurs, donc c'est dire que le PDCI est en mode autodestruction. Alors, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, avec tous ces ténors qu'on connaît en termes de politique aujourd'hui, qui se trouvent, selon les dires de vos prédécesseurs, manipulés jusqu'à ce point, c'est dire que le PDCI est en mode autodestruction. Oui, merci. Mon jeune petit frère, il a bien dépeint la situation que traverse le PDCI. Pas le PDCI seulement, et pas le PDCI seulement. Même, on a vu ce qui s'est passé avec le FPI jusqu'à PPA, parce que le RHDP se trouve dans une posture de tout détruire. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas quand même un candidat de poids qui peut faire face à leur candidat. Bon, moi, je dis tout de suite là que Thiam, il m'a déçu. Il m'a déçu. Je suis tellement découragé de lui. Et comment vous expliquez ça? Justement, il a été élu président du PDCI. C'est cela. Quelques 2 ou 3 voix ne peuvent pas se lever pour me dire de démissionner. Je démissionne. À la limite, c'est eux qui doivent démissionner du PDCI. Mais est-ce que pour l'honneur du parti... Je viens, pas pour l'honneur... Oui. Si, pour l'honneur du parti, souvent ça arrive. Lui, il a été élu. En réalité, Alassane Ouattara, ce n'est pas 100% de la population ivoirienne qui l'a voté, mais le président de la Côte d'Ivoire. C'est cela. Et le PDCI, lors de son congrès, tout dernièrement, encore, il a démissionné, il a déposé sa candidature. Oui. Et on l'a voté encore. On l'a réélu. Et cette dame qui se lève, non, moi, elle n'est pas du PDCI. C'est le RDA qui l'a envoyé. Elle est là pour détruire le PDCI. Et si si c'est un grand leader, cette dame-là, il doit tout de suite le chasser du PDCI. C'est la seule solution. Sinon, je trouve que, comme j'ai dit dessus, parce qu'il ne prend pas de décisions, on sent déjà qu'il ne peut pas... Non, vraiment... Mais est-ce que la tension n'est pas forte au point où, au lieu de fragiliser, on va dire, le parti à travers sa seule personne, voilà, il préfère démissionner pour laisser la place à quelqu'un d'autre qui pourra facilement conduire aux destinées du parti? Oui, j'ai toujours en mémoire le doyen, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Mélégué Maurice Traoré, qui avait l'habitude de me dire mieux vaut d'être un petit nombre et bien soudé au lieu d'être nombreux et puis qu'il y a du désordre. Je pense que ce n'est même pas les militants du PDI seul qui va le voter. Il peut chasser et tous. Et si le PDCI le prend comme candidat, s'il y a quelques éléments là-bas qui veulent saboter, en toi, qu'il les met de côté, l'essentiel qu'il a un programme alléchant qui peut amener la population ivoirienne à adhérer à son programme. C'est tout. Mais dans ce jeu de ping-pong, qui s'avantage? C'est le RDR, le RHDP, de ce type qui est là-bas, qui veut un 4e mandat. Mon grand frère l'a si bien dit. Bon, il y a des apatrides qui sont là-bas. Et lui, son souhait est comme de l'autre côté, et on verra comment il... Merci bien. Monsieur Gouba, alors dans ce schéma pareil, Tidiane Thiam est inéligible. Oui. Voilà, c'est avec les récents événements, avec la justice ivoirienne. Alors, quel est le schéma le plus évident, voilà, avant 2025 pour le PDCI? Parce que jusque-là, il n'y a pas de candidat éligible pour le parti. Oui, le schéma le plus plausible, c'est qu'effectivement, ils aillent dans la méthode de Sonko et qu'ils essaient de trouver... Prendre une ordonnance au niveau de...
Au niveau du PDCI. Au niveau du PDCI. Qui cherche effectivement à faire comme ce que Sonko et Diomaye Faye ont fait au Sénégal, et qu'ils se réunissent. Parce que jusqu'à présent, ils tiennent mon mordicus qu'il n'y a pas de plan B et il n'y a pas de plan C au PDCI. Alors que s'ils veulent vraiment rester dans la course, il faut bien penser à cette éventualité-là, trouver un second candidat. Voilà. À moins que, comme je le disais, il y ait aussi un dialogue national qui va ouvrir un débat à l'interne entre les Ivoiriens et puis qui va certainement permettre une relecture de la liste électorale. Et à ce moment-là, Tidjane Thiam peut se présenter parce qu'en fait, si il a démissionné du PDCI, c'est justement pour être encore éligible. Au cas où. Voilà, c'est pourquoi il a démissionné et que la justice, en fauchant l'herbe sur le pied de la justice, qui aurait pu le condamner à une éligibilité s'il restait un candidat étranger qui occupe un poste de chef de parti en Côte d'Ivoire. Donc ce schéma-là peut être également envisagé aussi par le PDCI. Voilà, parce qu'en interne, il y a quand même des hommes de poids. Le RHDP ou le PDCI? Le PDCI, vous avez parlé de la méthode Sonko. Voilà, il y a quand même des hommes de poids. Exactement. Voilà, qui peuvent aller comme Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Exactement. Voilà, et puis les choses peuvent se faire sous cette, on va dire, avec ce schéma-là. Oui. Voilà, pour voir également quelle perspective peut se présenter avant 2025. Exactement. Avant octobre, bien sûr. Avant octobre, oui. Et maintenant, il faut que Thiam, je ne sais pas s'il a un poulain ou un dauphin, en tout cas sur lequel il mise, parce qu'on a vu aussi que, c'est premier par la prise d'amateurisme. C'est ça. Alors donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut prier qu'il puisse effectivement avoir un dauphin avec lequel il peut continuer. Merci bien. Voilà. Monsieur Kopia, avec vous également, 2025, octobre, pardon, voilà, on est en 2025, octobre pour le PDCI à 100 candidats éligibles. Quelle lecture avant la date des élections? Nous prions pour qu'ils trouvent vraiment un consensus en leur sein, parce que nous, les soutiens du président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, nous prenons que l'opposition remporte ces élections. Histoire d'RHTP ou c'est quoi, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qu'on veut, qu'ils trouvent un consensus au sein de leur parti pour trouver quelqu'un qui va jouer, qui va peser de tout son poids pour contrer cette personne mal intentionnée et qui veut se faire réélire. Voilà, donc c'est ce que j'avais ajouté. Donc on aura besoin de vos recommandations en fin d'émission, voilà, sur ce sujet. Alors M. Thiombiano également, alors on va dire c'est un casse-tête actuellement pour le PDCI. Ouais. On n'a pas de candidat éligible à 5 mois des élections. Quel est le chemin le plus évident vers lequel le PDCI peut se diriger? Je pense que le cas Sonko peut être une école pour M. Thiam et pour tous les politiciens. Pour dire qu'à un certain moment, quand on veut user de tout pour nous bloquer la route, il faut se tracer un plan B. Est-ce qu'ils ne sont pas dans ce schéma-là même déjà? Actuellement, je ne pense pas. Parce que M. Thiam, en tout cas, pense que toutes les cartes sont à sa faveur. Malheureusement, nous voyons un peu au sein du parti ce qui se passe. Maintenant, quitte à eux de chercher le plan B, à l'insu de ces espions, à l'insu de ceux qui veulent réellement voir le PDCI à la traîne. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et il y a toujours de l'espoir. Voilà, s'y mettre cette situation sur table pour effectivement étudier, pour voir ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que M. Thiam est le candidat idéal. Comme vous avez su le dire, s'il faut un poulain, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous, notre souhait ici, c'est que les choses puissent changer. Nous ne voulons plus voir de ce monsieur Ouattara, toujours à la tête. Parce que là, c'est une manière, c'est un rapport force qu'il fait à la population ivoirienne. Et nous ne sommes pas d'accord. Et nous demandons à M. Thiam ce qu'il faut faire si le cas Sonko est réellement une solution. Je pense que ça sera la solution, ça sera la bienvenue. Ça sera la bienvenue. Oui. Merci bien. Avec M. Kouara également, vous partagez également cette méthode-là au sein du PDCI pour octobre prochain? Évidemment, oui, parce que moi,
Je pense qu'en réalité, il devrait avoir un plan B. Bon, parce qu'ils disent que leur plan A, B et autres, c'est Tidiane-Tiam. Oui, c'est voilà, ce qu'ils ont dit, et c'est ce que nous tous nous avons entendu, et ce que nous tous nous avons appris. Mais je pense qu'à l'allure où vont les choses, et même ils doivent s'asseoir, s'entendre. Pourquoi pas? Ici, les gens des autres ont pris l'école comment on appelle, de notre ami sénégalais, Thiam et Sanko. Pourquoi ne pas avoir un plan B? Parce que ici, il devrait, je pense que l'opposition doit s'unir pour parler le même langage, afin de pouvoir barrer la route à ce monsieur qui est en train de chercher un 4e mandat. Et si, en tout cas, si c'est des vrais politiciens, qui sont des vrais démocrates, c'est le moment ou rien de s'unir ensemble. En tout cas, nous, de la société civile, qui savons ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous suivons, nous ne souhaiterons pas que ce pays-là encore bascule dans une crise totale comme ce fut en 2010. Et évidemment, je l'ai une fois dit sur ce plateau, la seule personne qui détient la clé de cette solution ivoirienne, c'est M. Alassane Dramane Ouattara. Et je le répète, il est la seule personne qui peut faire balader, si en tout cas il aime trop la Côte d'Ivoire. Parce que ce pays-là l'a tellement trop donné. Et en retour, je peux dire il a été très très ingrat envers la Côte d'Ivoire. Vous le pensez? Si, il a été très très ingrat. 43 mandats de combien quand même? Le pays t'a trop tout donné. Il est temps pour que ce vieux-là puisse aller se reposer. Merci bien, M. Kouara. On aura besoin de vos recommandations également. Voilà pour ce sujet sur la Côte d'Ivoire. Et vous souhaitez tous sur ce plateau la méthode Sonko pour le PDCI, pour véritablement trouver une porte de sortie avant octobre 2025. Alors, chers chroniqueurs, nous allons tout doucement vers la fin de cette émission et nous abordons à présent le 3e sujet. Nous parlons encore politique et surtout encore élection présidentielle. Et surtout dans un pays qui traverse une transition. Voilà, nous sommes en Guinée-Conakry, dirigé par le général Mamadou Doumbouya. Voilà, la Guinée qui véritablement veut marquer le pas à travers des élections législatives prévues pour décembre prochain. La Guinée entre dans une phase décisive, comme ça a été dit dans le communiqué de sa transition. Le processus électoral suscite espoir, tension et interrogation. Quelle garantie pour un scrutin libre, transparent et apaisé? M. Gouba, est-ce que, on va dire, le contexte aujourd'hui en Guinée offre toutes les garanties pour des élections véritablement inclusives, paisibles, surtout crédibles, Ok, et le contexte pour l'Ivoire n'offre pas ces conditions. On voit comment les préparatifs du recensement et le déroulement du recensement, tout est tiré par les cheveux. Mais vous savez, quand vous avez des généraux d'eau douce, comme les Doumbia ou bien les Oligui, qui font des élections, alors quel que soit le chaotisme du processus, il sera validé par le maître. Donc, sur ce plan-là, moi, je ne doute pas que les élections auront bel et bien lieu et seront bel et bien validées par le maître français. Et effectivement, on continuera avec ces généraux d'eau douce-là à circuler librement dans la rivière et sans obstacle. M. Gopia, vous partagez l'avis de M. Gouba. Les élections auront lieu, mais voilà, à la saveur du maître. Oui, je vais abonder dans le même sens que lui. Effectivement, ce colonel a été moulé depuis l'Occident, depuis la France. Et depuis son coup d'État, je crois qu'il a été accompagné dans tous les domaines. Et il se réfère à l'Occident pour prendre ses décisions. Bon, Dieu merci, ce n'est pas un pays en guerre comme le nôtre. Ce n'est pas un pays en guerre comme les pays de l'AES. Donc, il peut procéder à leur élection. Mais sachez que d'office, ce général, ce colonel va passer au les mains parce que il a déjà la bénédiction et l'accompagnement de la France. Il est devenu général, oui. Ah, il est devenu général? Ah oui. Oh, moi, je ne savais pas qu'il est devenu général. Voilà, il s'est barré d'un galon général. Un ancien
Légionnaire. Un ancien légionnaire sans grade qui vraiment que Dieu protège l'Afrique. Voilà. Donc c'est dire que vous êtes dans la même logique, voilà, dans le décryptage on va dire de la situation politique au Gabon. C'est-à-dire que le général Oding Nguema, voilà, qui est devenu candidat et son élection est passée comme une lettre à la poste. Oui. Donc vous vous inscrivez dans la même logique pour la Guinée. C'est le même, en tout cas, canevas qu'ils vont respecter, c'est le même cheminement. Et ça, c'est pour régulariser, pour avoir une même mise sur, en tout cas, la Guinée, c'est tout. Merci bien. Alors, monsieur Tchombiano partage cet avis-là, parce que la Guinée est quand même, on va dire, calme, voilà, avec une gestion, voilà, sous commande du général Mamadou Doumbouya. Alors, est-ce que vous partagez également cet avis-là pour la qualité de ces élections-là? C'est un processus déjà biaisé, un peu biaisé. Vous pensez? Oui. Un jeu démocratique pas franc. Et je pense que toutes les promesses faites à la population guinéenne n'ont pas été respectées. Donc, je ne parle pas ici d'élection, je parle maintenant d'intronisation. Parce que c'est la même feuille de route, comme au Gabon, et toutes les cartes sont à sa faveur, et par la bénédiction de ses pairs. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut seulement l'intronisation. Parce que nous savons tous, nous sommes convaincus qu'il passe haut les mains, sans souci. Et je pense que c'est le même malin qui gangrène l'Afrique. Donc, pour vous, c'est déjà fait, les cartes sont déjà pliées? C'est déjà fait. Voilà, donc on attend l'intronisation. C'est tout. M. Kouara partage également cet avis? Oui, quand vous regardez le contexte guinéen, bon, comme mon grand frère l'a si bien dit, ils ne sont pas en guerre, ils sont en paix, alors que tout le monde sait très bien que c'est un envoyé de la France. Bon, c'est une manière maintenant de légitimer son pouvoir. Il faut aller aux élections. Bon, maintenant on va lui dire, voilà un président démocratiquement élu. Et là, il part à Paris, on le reçoit à l'Élysée, il va marcher sur le tapis rouge. Bon, nous suivons. De tous les maintenant, depuis l'arrivée de ce type, comme l'a dit le frère, il n'a jamais respecté sa parole depuis qu'il est arrivé. Ah bon, monsieur Kouara, si. Monsieur Kouara a des promesses? Si, quand il est venu, il a dit, la première des choses, quand il a renversé Alpha Condé, il a dit que c'était parce que Alpha Condé avait brigué un troisième mandat qui n'était pas normal et qu'il voulait, lui-même il ne voulait même pas être candidat. Après tout, ça a perdu et aujourd'hui il est candidat. Donc en réalité, il n'a pas respecté ce qu'il a dit. Alors que c'était le fait de pouvoir, Alpha Condé s'éterniser au pouvoir, qu'il est venu lui faire partir. Et il avait dit, en son temps, lui il est un militaire, il est un homme de terrain, bon, juste pour assainir la scène politique guinéenne et puis repartir. Bon, maintenant, il veut rester maintenant au palais. Donc, avec son maître qui veut l'accompagner, nous souhaitons que du bien pour la Guinée, parce que c'est un pays frère. Nous tous, nous sommes dans l'espace CEDEAO, quand bien même nous ne faisons plus partie de la CEDEAO, mais l'Afrique de l'Ouest, nous sommes dedans. Bon, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, monsieur Tchombiano, on revient avec vous. D'accord. Alors, aujourd'hui, le schéma, on va dire, le schéma, il est clair. OK? Dans vos raisonnements, le schéma, il est clair. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait pour garantir des élections crédibles dans ce pays-là? Parce que votre cheminement, le schéma, le scénario, il est clair, comme vous l'avez dit, même schéma qu'au Gabon. Voilà, vous avez parlé d'intronisation, il a parlé de légitimer, on va dire, son pouvoir. M. Kopia également est dans la logique du Gabon, M. Gouba également. Alors, qu'est-ce qui peut faire contrebalancer, on va dire, ce schéma-là aujourd'hui qui sera comme une lettre qui va passer à la poste? Bon, il faut se dire qu'ils ont travaillé d'abord à détruire tous les partis politiques, à fragiliser les partis politiques, et de telle sorte à ce qu'ils se rallient. Et d'abord, ils avaient promis que aucun de la transition ne va se présenter, une promesse qui n'a pas été respectée. Et maintenant, comme c'est le même canevas, comme on l'a mentionné, et les politiciens aussi sont déjà avertis. Et qu'est-ce qu'il faut faire?
chacun va chercher maintenant là où il va se ranger pour avoir pour lui. Donc c'est de se rallier de gré ou de force. Je pense maintenant c'est peut-être les élections à venir, sinon pour cette fois-ci ça passe comme une lettre ça passe comme une lettre à la poste. À la poste. Donc rien d'autre que d'aller comme opposants de façon symbolique. Voilà, pour dire que oui, il y a eu des opposants. Bon, et démocratiquement, le général Doumbouya a remporté parce qu'on sait, au soir des élections, c'est ce qu'on va nous dire. Donc, ces opposants sont déjà, à savoir si c'est des vrais opposants, ils sont déjà avertis. C'est ça. Et ils savent le sort qui les attend. Donc, moi, je pense que c'est pas fini pour eux, c'est de se réorganiser. Voilà, pour les échéances électorales à venir. Sinon, pour cette fois-ci, c'est déjà consommé. C'est déjà consommé. M. Kouara partage cet avis. Pour vous, êtes encore pessimiste quant à une opposition crédible pour contrebalancer également ce chemin-là? Oui, justement, si vous avez remarqué, depuis son avènement au pouvoir, colonel Doumbouya, aujourd'hui général, bon, il a travaillé, le frère l'a si bien dit, à fragiliser la classe politique guinéenne. Bon, maintenant, ici, dans ce jeu, je pense que l'opposition doit quand même s'unir pour contrebalancer les choses. Et moi, s'il y a un conseil à leur donner, c'est de ne pas avoir des candidatures multiples. J'ai toujours en mémoire, quand bien même après sa fin ne m'a pas plu, je parle de Macky Sall. Quand je me souviens, avant d'aller sur le terrain avec, comment il s'appelle, Abdoulaye Wade, une fois je l'ai suivi en conférence de presse où il a dit, quand il fallait, d'autres ne voulaient pas que Abdoulaye Wade soit candidat, non, je suis un politicien, je suis leader, je sais que la population est avec moi. Laissez-le, il va venir et je veux le battre. Parce qu'il était conscient. Il savait très bien qu'il a la population avec lui. Et évidemment, c'est le lieutenant qui faisait tout pour ne pas que la Cour constitutionnelle valide la candidature d'Abdoulaye Wade. Et quand lui l'a tenu, ce langage, ils se sont tus. Et effectivement, il a dit, prouvons Abdoulaye Wade sur le terrain qu'il n'est plus rien. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et il a battu Abdoulaye Wade. Donc je pense que les politiciens guinéens doivent tirer leçon de ce qui s'est passé au Sénégal avec Macky Sall et Abdoulaye Wade et s'unir si, même si c'est une seule candidature de l'opposition et que Doumbouya puisse... Bon, je dis, quand vous regardez, la dernière fois, moi je disais la configuration de leur commission électorale, tout le monde en critique, ce n'est que son clan qui l'a mis. Donc les politiciens là disent, même s'il veut, il n'a qu'à prendre toute sa famille, mettre comme on appelle dans la commission électorale, mais qu'ils arrivent à mobiliser les gens, afin que les gens sortent pour aller voter. Merci. Et sur place, après la fermeture des votes, après la fermeture des bureaux de vote, que les décomptes se fassent sur place, et on verra s'il est populaire ou pas. Merci infiniment. Alors rapidement avec M. Gouba, alors un mot pour résumer vos espoirs, vos craintes quant aux élections prochaines en Guinée. Non, mais moi je pense que ça va être une perpétuation de la démocratie tronquée, imposée et voilà, voulue par le bailleur de fonds et les puissances dirigeantes voilà, de la Guinée. Ça va être encore, comment je vais dire ça, ça va être une farce électorale. Voilà, donc on n'attend rien de bon. Sinon que toujours le peuple guinéen sera toujours confronté à ces vieux démons. Voilà. Aucune mesure n'a été prise pour assainir le climat électoral. Il y a des opposants qui sont disparus depuis un an et quelques. On n'a aucune nouvelle, aucune communication officielle. Ça ne dit rien du tout à la puissance tutélaire là, qui parle toujours d'organiser des élections, alors qu'on ne sait même pas où se trouvent les principaux opposants. Donc, il n'y a rien à attendre. Merci bien. M. Kopia, également, un mot sur vos attentes, espoirs, craintes sur ces élections-là. Bon, en tout cas, s'il veut vraiment rendre ces élections, en tout cas, crédibles, nous,
si possible, qu'on fasse venir des observateurs qui n'ont aucun lien, rattachement avec la CEDEAO, ni les Nations Unies. Parce que depuis là-bas, tout est ficelé. Tout est ficelé. S'ils viennent, c'est en faveur, en tout cas, de ce général-là. Et au niveau de la CEDEAO aussi, ce serait la même chose. Donc, s'il y a des observateurs neutres qui n'ont rien à voir, si possible même venir des pays qui ne font pas partie de l'OTAN, je crois que ce serait mieux. Sinon, actuellement, tout est déjà ficelé, tout est déjà... Et puis d'ailleurs, même les partis politiques qui y sont les premiers responsables ont déjà prêté allégeance. Donc, tout est déjà managé à sa faveur. Merci bien. Merci infiniment à vous, chers chroniqueurs. Les 3 sujets, nous les avons passés, on va dire, au scanner. On peut toujours les aborder chez vous, à la maison, et également faire vos différentes recommandations aussi sur notre page à Facebook. Nous sommes au terme de cette émission. Nous ne terminons pas sans les différentes recommandations rapidement avec nos différents chroniqueurs. Monsieur Gouba, rapidement, en quelques secondes, vos recommandations, rapidement. On commence par le 15 mai. Le 15 mai, c'est une bonne initiative. Donc, moi, je recommande simplement aux communautés et aux adeptes de la religion traditionnelle de s'organiser vraiment à l'interne et puis de définir eux-mêmes le mode de célébration de ce 15 mai-là, afin que vraiment ce soit une originalité vraiment qui leur soit propre. Merci. Voilà. Second sujet en Côte d'Ivoire. Alors, en Côte d'Ivoire, je crois qu'on l'a déjà pris, hein, c'est que le PDCI pense à un plan B, parce que sinon, actuellement, comme eux-mêmes les Ivoiriens disent, il n'y a rien en face de Ouattara. Donc, c'est maïs, comme ils disent. Il faut qu'ils pensent à un plan B, un candidat quand même qui a du poids et qui puisse effectivement sauver quand même les apparences dans cette élection qui est à venir. Merci. Troisième sujet en Guinée. En Guinée, moi je conseillerais au pouvoir en place de faire la lumière sur toutes ces disparitions qui sont encore non explicitées et que le pouvoir en place, effectivement, s'ils ont opté pour ce dictat de la démocratie, qu'ils fassent au moins semblant de respecter les formes en mettant quand même un certain contenu à la chose. Et sinon, dans l'étape actuelle, là, bon, ce n'est pas une élection qui s'annonce crédible ni représentative des opinions et choses de Guinée. Merci. Merci pour vos recommandations. Monsieur Kopia, vos recommandations rapidement. Le 15 mai, qu'est-ce que vous recommandez? Bon, le 15 mai, en 2024, vraiment, l'organisation n'y était pas comme ça. Mais on a remarqué qu'en 2025, il y a eu amélioration, surtout au niveau de la cour annexe du Moro-Naba. J'ai suivi du début jusqu'à la fin. J'ai constaté que vraiment l'organisation y était. Mais moi, je propose que prochainement, qu'on fasse venir nos frères des Amériques latines, des Antillais, pour savoir, pour comprendre les profondeurs de notre race. Merci. Voilà, donc vraiment, si possible, voilà. La deuxième recommandation pour la Côte d'Ivoire? Pour la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on a dit, et vraiment qu'ils trouvent un plan B pour contrecarrer ce vieux qui a toujours des mauvaises intentions. Voilà, vraiment qu'ils trouvent une solution, parce que ce qu'on a dit, il y a une manipulation en bas. Ils savent que si Thiam est maintenu, il ne passera pas. Donc d'office, c'est comme si quelqu'un jetait l'éponge avant le combat. Donc pour éviter ça, qu'ils trouvent un consensus en leur sein pour faire face. Qu'ils trouvent un plan A, B ou C pour remédier à ce problème. Merci. Oui. Troisième sujet en Guinée. Bon, en Guinée, moi je vais inviter ce général-là à se référer à Mobutu Sese Seko, parce que l'Occident n'a jamais respecté les dignitaires africains. Quelle que soit ta position de favoritisme, en fin de compte, ils vont l'abandonner. Et ce n'est pas fini
qui se réfère à notre ancien président qui se retrouve en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré qui est là-bas, qui ne peut pas arriver ici, qu'il sache que actuellement il est le maître du terrain, mais qu'il sache raison garder. C'est tout ce que j'ai à lui prodiguer comme conseil. Merci infiniment pour vos recommandations. Monsieur Diambiano, rapidement, avec le 15 mai, qu'est-ce que vous recommandez? Le 15 mai, d'abord pour dire que c'est une fierté pour moi, le fait que nous allons retrouver ce qui était perdu. C'est cela. Maintenant, à tous ces garants et dépositaires de la transition et de nos traditions, d'être sincères, mettre l'égoïsme de côté et tout ce qui ne favorise pas réellement la pérennité de ces valeurs et coutumes. Parce que nous voyons ici l'argent a pris le dessus et on a profané les lieux sacrés, aucun respect. Bon, tout ça, je pense que l'espoir est toujours permis. L'espoir est toujours permis. Voilà, donc pour que la transmission soit réelle, une transmission réelle, à l'endroit de la jeunesse, que ce soit une jeunesse attentive, une jeunesse respectueuse, une jeunesse qui ne veut pas prendre la vie par l'ascenseur, mais par les escaliers, en respectant voilà, les codes, en respectant les aînés, en respectant en tout cas l'autorité, voilà, et toutes les lois prescrites. Merci bien. Donc, deuxièmement, pour deuxième sujet, la Côte d'Ivoire, je vais demander à M. Thiam, je sais que c'est un vétéran dans la politique et dans les affaires, qu'il essaie de voir au sein de son parti, et il y a toujours des personnes vraies qui siègent toujours dans ce parti, qui essaient de se voir en off. Et je ne vais pas manquer de leur dire que le cas Sonko est une école, une vraie école. Et on peut se référer à ça. Parce que l'essentiel et l'objectif recherché ici, c'est de faire vraiment barrière pour que M. Ouattara ne passe plus. Parce qu'il a tout eu et ce n'est plus possible qu'il revienne parce que là, c'est devenu des foutaises. Voilà, donc M. Thiam essaie de revoir. Et il a notre soutien en tant que des Burkinabés, aussi de la société civile. C'est ce que nous prions, qu'il y ait un changement en Côte d'Ivoire. À l'endroit de M. Mamadi Doumbouya, je pense qu'il s'est appuyé sur une chose pour venir faire partir Alpha Condé. Et ici, nous parlons de la démocratie. Qu'il s'arrange que ce soit une vraie démocratie. Que, comme on appelle, ce fauteuil ne soit pas de l'opium qui va l'amener à vouloir s'éterniser au pouvoir. C'est cela. Voilà. Je pense qu'ici, il a lutté contre ça, qu'il ne soit pas aussi victime, ou qu'il ne crée pas des victimes dans ce sens. Merci. Et nous prions que ça soit toujours dans la joie. Et voilà. Comme eux ne connaissent pas la guerre, on ne prie pas que cela arrive là-bas. Cela arrive. Merci infiniment pour vos recommandations. On termine avec M. Kouara pour le 15 mai. Des recommandations à faire? Oui, je dirais tout de suite ici que le 15 mai, je me réjouis et je félicite une fois de plus les autorités d'avoir initié cette journée qui manquait aussi pour une partie des Burkinabés. Parce que pour nous, chrétiens musulmans, nous avons eu nos journées depuis des décennies, sauf que les autres était à l'oubliette. Et le capitaine Ibrahim Traoré, merci, il est arrivé. Et on sent que c'est un enfant d'un vieux qui a grandi au village et qui a compris beaucoup de choses. Mais ici, ce que je retiens du 15 mai à côté, c'est ce qui est ressorti dans la bouche de ces dépositaires de nos traditions et coutumes quand ils faisaient leur cérémonie. Vraiment, ça me retient, ça me va droit au cœur et je tenais ici, je profite de votre micro pour les féliciter. Nous avons prié dans les temples, les synagogues et les mosquées depuis 2015 pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso. Et nous les avons oubliés. Mais pour une première fois, ils se sont joints à nous. Ça veut dire tout le peuple burkinabé a dit un seul mot, la paix dans le pays. Merci beaucoup. Parce qu'à un moment donné, moi, je me posais toujours des questions. Quand nous, on priait dans les mosquées, dans les églises, les synagogues, mais je me demandais, et nos autres frères, c'est ça. Ces choses faites.
Merci. Merci. Pour le second sujet, rapidement. Le second sujet pour la Côte d'Ivoire, j'ai un seul mot à l'endroit du PDC et de son président Tidjane Thiam. Il est temps pour eux d'adopter un plan B. C'est cela. Et de l'autre côté, pour la Guinée, je dirais à Doumbouya, comme le jeune frère l'a dit, il n'a qu'à revoir son passé. Qu'est-ce qu'il a fait amener au pouvoir? Et il a été acclamé. Et pourquoi le peuple l'a acclamé le jour où il a renversé Alpha Condé? Même ses opposants qu'il est en train de les traquer l'ont soutenu ce jour. C'est cela. Donc, il est temps pour lui de devenir africain, de s'asseoir et laisser le blanc. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, l'Occident n'a jamais un ami. Merci. Merci à vous, cher chroniqueur. Monsieur Gouba, merci infiniment d'être passé sur ce plateau de cette Afrique. Monsieur Kopia également, merci infiniment pour vos recommandations. Monsieur Tiombiano, merci pour, on va dire, toutes ces belles paroles, également, on va dire, ces enseignements, voilà, sur nos coutumes et nos traditions. Et nous espérons vous revoir sur un autre plateau pour parler plus en détail de ces traditions et de ces cultures. Merci aussi pour vos recommandations. Voilà, nous n'allons pas oublier, voilà, de faire un pas aussi en arrière pour voir ce qu'il en est véritablement. Monsieur Kouara, merci surtout pour vos recommandations. Et surtout, n'oublions pas, Amadou Ampateba l'a dit, en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ces vieillards sont des valeurs, sont des relais de transmission, de savoir, de culture, de médecine, de mathématiques, de géomancie. C'est un ensemble de connaissances que ces vieillards transmettent de génération en génération, surtout à travers la tradition orale. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain pour un autre numéro de cette Afrique.